Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Et nous allons enchaîner avec les cours d'anatomie pathologique du module de gynécologie. Nous allons voir aujourd'hui un cours sur les tumeurs de l'ovaire. Ça, ce que vous voyez sur cette planche, c'est le plan du cours. La suivante. Donc, comme vous le savez, l'ovaire est une glande mixte, c'est-à-dire endocrine et exocrine. Elle est donc constituée de plusieurs tissus aux fonctions différentes. Il faut savoir que chacun de ces tissus peut être à l'origine d'une transformation néoplasique, bénigne ou maligne. Ceci explique la grande variété et la grande diversité des lésions tumorales ovariennes. Les tumeurs ovariennes sont classées en fonction de leur origine cellulaire. Elles sont dominées par les tumeurs épithéliales, qui sont suivies par les tumeurs germinales. Concernant le cancer de l'ovaire, il est considéré comme le plus grave des cancers gynécologiques. Il est généralement découvert à un stade tardif et il représente la 5e cause de mortalité par cancer chez la femme. Un mot sur les facteurs de risque. Selon les dernières données épidémiologiques, 3 principaux groupes de facteurs de risque sont incriminés dans la genèse des adénocarcinomes ovariens. Donc là, je parle des carcinomes. Les facteurs de risque que nous allons citer interviennent ou augmentent le risque de survenue de cancers ovariens de type épithélial, les carcinomes, les adénocarcinomes. Ces facteurs sont d'ordre génétique. Parmi ces facteurs, donc, vous avez les mutations des gènes BRCA1 et BRCA2, ainsi que les antécédents familiaux de cancer ovarien chez certaines femmes. D'autres facteurs sont les facteurs génitaux et hormonaux, dont certains sont protecteurs, par exemple les contraceptifs oraux, l'allaitement, la nulliparité, la ligature des trompes, alors que d'autres sont au contraire péjoratives et augmentent le risque de survenue de cancer, comme la puberté précoce, la ménopause tardive, la nulliparité, etc. Donc il y a plusieurs facteurs qui sont incriminés dans la genèse de cancer d'adénocarcinome ovarien. Nous passons maintenant à la classification histologique des tumeurs ovariennes. Et comme le montre la planche et l'image histologique, donc la classification distingue 4 catégories de tumeurs en allant de la gauche vers la droite. Vous avez les tumeurs épithéliales, les tumeurs germinales, les tumeurs du stroma gonadique et les cordons sexuels. Et en dernier, vous avez les tumeurs secondaires. Donc nous allons voir toutes ces catégories et nous commençons par les tumeurs épithéliales. En ce qui concerne les tumeurs épithéliales, plusieurs types histologiques sont décrits. Parmi ces types, vous avez les tumeurs séreuses, les tumeurs mycineuses, l'endométrioïde, et toutes ces tumeurs, nous allons les voir en détail. Les tumeurs épithéliales, elles sont soit bénignes, soit malignes, soit borderline. Borderline, c'est-à-dire c'est des tumeurs qui ne sont classées ni avec les tumeurs malignes ni avec les tumeurs bénignes. Elles sont intermédiaires entre les deux et elles sont également connues sous le nom de tumeurs frontières ou tumeurs à la limite de la malignité. Mais le terme le plus utilisé actuellement, ce sont les tumeurs borderline. Ces tumeurs elles se distinguent des carcinomes par l'absence d'invasion stromale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un envahissement du stroma. Ceci permet d'éliminer un carcinome parce que les carcinomes sont invasifs. La tumeur borderline, non, elle n'est pas invasive. Elle se distingue des tumeurs bénignes par la présence d'au moins 2 critères parmi les critères que vous voyez sur la planche. Donc il faut au moins 2 critères. Les 4 critères sont premièrement le bourgeonnement épithélial, ce qu'on appelle le budding, qui se traduit par la formation de papilles en surface ou de touffes papillaires. Le deuxième critère, c'est la pluristratification, c'est-à-dire le revêtement est fait de plusieurs couches de cellules.
Le troisième critère est la présence de mitose. Et le quatrième critère, c'est la présence d'atypie nucléaire. Il faut donc deux critères pour classer la tumeur, au minimum deux critères pour classer la tumeur en borderline et non en tumeur bénigne. Nous passons au premier groupe des tumeurs bénignes, plutôt des tumeurs épithéliales, qui sont les tumeurs séreuses. Il faut savoir que les tumeurs séreuses sont les plus fréquentes. Les tumeurs séreuses sont les plus fréquentes des tumeurs épithéliales et sont composées essentiellement de cellules ciliées qui ressemblent aux cellules du revêtement tubaire. 70% de ces tumeurs sont bénignes et seulement 20% sont malignes. Pour les tumeurs séreuses bénignes, elles regroupent les cystadénomes, les adénofibromes et les cystadénofibromes et les papillomes de surface. Les cystadénomes séreux sont des tumeurs qui sont kystiques. C'est des tumeurs kystiques dont la taille est variable, elle peut atteindre les 30 cm. Elles peuvent être, c'est-à-dire à l'examen macroscopique, quand on coupe la masse kystique, la masse, elle peut être unie ou multiloculaire, c'est-à-dire formée de plusieurs cavités, et elles contiennent un liquide séreux, soit clair eau de roche, soit jaunâtre, mais qui est plutôt clair eau de roche ou jaunâtre, qui est séreux plutôt. Microscopiquement, la paroi, généralement, c'est une paroi qui est fibreuse et qui est tapissée ou revêtue d'un épithélium qui est cubique, mais régulier, avec la présence de quelques cellules cylindriques ciliées et de cellules mucosécrétantes. Le deuxième type de tumeur bénigne et sérose, c'est les adénofibromes et les cystadénofibromes. Adénofibromes quand la tumeur elle est complètement charnue, c'est-à-dire solide, et cystadénofibromes quand il y a une composante kystique. Cyste, ça veut dire kystique associée. La caractéristique de ces tumeurs, c'est qu'elles ont une composante conjonctive associée, c'est-à-dire une composante conjonctive qui est abondante. La troisième tumeur séreuse bénigne est représentée par le papillome séreux de surface, c'est-à-dire une tumeur qui est faite de papilles superficielles en surface. Ce que vous voyez sur la planche, c'est une image d'un cystadénome séreux de l'ovaire avec son aspect macroscopique et son aspect microscopique. Vous voyez à gauche la masse quand elle est fermée en haut, ensuite après ouverture avec les cavités, donc un aspect multiloculaire. Et à droite, vous avez le cystadénome avec la paroi fibreuse qui est revêtue d'un épithélium qui est monostratifié. Alors que je reviens. Alors que cette planche, sur cette planche, donc vous avez un aspect d'un cystadénofibrome en haut, séreux, un cystadénofibrome séreux avec le fond qui est très cellulaire conjonctif et qui héberge des cavités qui sont kystisées et une image d'un papillome séreux de surface avec les papilles à axe fibreux. Donc, c'est l'aspect de l'adénofibrome, du cystadénofibrome et de la tumeur papillaire de surface. Ce que vous voyez sur cette planche, c'est un aspect de tumeur borderline. On avait dit que les tumeurs borderline, elles sont caractérisées par un bourgeonnement du revêtement épithélial qui forme des touffes superficielles, ce que vous voyez sur la planche de haut, et bien mis en évidence en bas, avec la pluristratification. Vous avez le revêtement qui est fait de plusieurs couches cellulaires. On passe donc aux tumeurs séreuses malignes, donc les tumeurs séreuses malignes au cystadénocarcinome séreux. Ils représentent 50% des tumeurs épithéliales malignes. Macroscopiquement, la tumeur, elle peut être mi-solide, mi-kystique avec présence de végétation, de nécrose et d'hémorragie. Les tumeurs
sur le plan microscopique, le cystadénocarcinome séreux est subdivisé en deux groupes. Vous avez le cystadénocarcinome de bas grade, c'est le moins fréquent, et le cystadénocarcinome de haut grade, avec une forme, une variante un peu particulière, ce qu'on appelle le psammocarcinome, qui est une variante de carcinome de bas grade et qui présente, cette variante, elle est riche en calcosphérite ou en calcification. Elle est caractérisée par un bon pronostic puisqu'elle est considérée comme un carcinome de bas grade. Cette image montre un carcinome séreux de bas grade avec un aspect micropapillaire sur l'image histologique. Cette image montre la variante de psammocarcinome, donc c'est un cancer qui est riche en calcification ou en psammome. Celle-ci montre un carcinome séreux de haut grade avec l'aspect mi-kystique, mi-solide, avec végétation, la partie solide riche en végétation. Et à droite, vous avez l'aspect microscopique avec les papilles qui sont tapissées par un revêtement atypique qui est bien évident sur cette image. Donc, nous avons terminé avec le premier groupe des tumeurs épithéliales qui sont les tumeurs séreuses et nous allons passer au deuxième groupe qui sont les tumeurs mucineuses. Et comme pour les tumeurs séreuses, les tumeurs bénignes sont les plus fréquentes et regroupent les cystadénomes mucineux dont le contenu est fait de matériel mucoïde et dans la paroi est revêtue d'un épithélium cylindrique haut, unistratifié, riche fait plutôt de cellules cylindriques unistratifiées, riches en mucus. Il en existe deux types de revêtements. Vous avez le type endocervical et le type gastro-intestinal. À côté des cystadénomes, vous avez également les adénofibromes et les cystadénofibromes. Et sur la planche suivante, vous allez voir les images macro et micro, c'est-à-dire les aspects macroscopiques et les aspects microscopiques des tumeurs mucineuses bénignes. Alors, en haut, vous avez à gauche une image d'un cystadénome et à droite celle d'un cystadénofibrome. Donc, vous voyez que le cystadénofibrome est plus solide, puisqu'on avait dit que les adénofibromes et les cystadénofibromes, qu'ils soient de type séreux ou mucineux, ils ont une composante conjonctive qui est associée. Donc, en bas, vous avez à gauche un cystadénome mucineux, à gauche un cystadénome mucineux de type gastro-intestinal, avec à droite la présence de glandes, ce qu'on appelle les glandes de Lieberkühn, qui sont caractéristiques de la paroi intestinale et colique. Cette image, elle montre une tumeur borderline mucineuse, tumeur mucineuse borderline, et vous voyez l'aspect papillaire avec la stratification et qui est bien mise en évidence au fort grossissement, c'est-à-dire l'image de droite. Les tumeurs mucineuses malignes qui sont représentées par l'adénocarcinome ou le cystadénocarcinome mucineux et qui posent souvent le diagnostic différentiel avec les métastases d'un carcinome à cellules mucipares d'origine digestive. Microscopiquement, ils sont hétérogènes et montrent une continuité lésionnelle, c'est-à-dire on trouve des zones bénignes, des zones borderline et des zones malignes. Deux formes architecturales sont décrites dans les adénocarcinomes mucineux. Vous avez la forme infiltrante qui est de mauvais pronostic et qui est faite de glandes qui sont confluentes ou complexes sans stroma entre les glandes. Et vous avez la forme expansive qui est peu fréquente
et qui est riche, qui comporte un stroma de type desmoplastique. Et vous avez les images, donc en haut, c'est l'aspect macroscopique d'un cystadénocarcinome mucineux avec la composante solide et la composante kystique qui renferme un matériel mucoïde. En bas, vous avez la forme infiltrante et la forme expansive, riche, comportant un stroma desmoplastique plutôt, desmoplastique, c'est-à-dire fibreux. Et il faut savoir que ces deux formes peuvent coexister. C'est-à-dire les deux formes, on peut les trouver dans une même tumeur. Le troisième groupe de tumeurs épithéliales, donc on avait vu les séroses, les mucineuses, on passe maintenant aux tumeurs endométrioïdes, donc le groupe des tumeurs endométrioïdes. Il en existe également les bénignes, avec l'adénofibrome endométrioïde, le cystadénome endométrioïde et le kyste endométriosique. Le kyste endométriosique, généralement, il survient sur foyer d'endométriose. Et son contenu il est fait d'un matériel brun chocolat et qui diffère du cystadénome endométrioïde par la présence de chorions cytogènes sous le revêtement pariétal. Donc, vous avez la paroi du kyste. Pour le cystadénome endométrioïde, la paroi, elle est faite d'un épithélium et le tissu sous-jacent, il n'y a pas de chorions cytogènes, alors que dans le kyste endométriosique, vous avez des kystes avec une paroi dont le revêtement repose sur un chorion de type cytogène, de type endométrial. Voici un exemple de cystadénofibrome, de cystadénome endométrioïde avec une composante, l'aspect kystique et l'aspect charnu, et vous avez le fond qui est fibreux et hébergeant des glandes qui sont kystisées. Cette image, c'est une image d'une tumeur borderline, donc tumeur endométrioïde borderline. Donc, on passe aux tumeurs endométrioïdes malignes ou adénocarcinome endométrioïde. Donc, il réalise les mêmes aspects microscopiques des adénocarcinomes endométrioïdes avec la forme commune tubulo-papillaire et les autres variantes telles que les variantes mucosécrites, c'est-à-dire toutes les formes qui existent au niveau du cancer endométrial, elles sont décrites au niveau de l'ovaire avec les variantes mucosécrétantes, sécrétoires, ciliées, fusiformes, cordon sexuel, etc. Donc la planche suivante, vous avez quelques images, donc la forme commune en haut avec l'aspect macroscopique et l'aspect microscopique tubulaire avec des acinies qui sont bien visualisées sur la photo, et les images de bas qui sont des variantes du carcinome endométrioïde. Celle de gauche, c'est la variante à cellules sécrétoires, c'est-à-dire que vous voyez l'aspect clair des cellules, et à droite, la variante de cordon sexuel. Donc, elle réalise l'aspect de cordon sexuel qui est bien visualisé sur cette image. Le quatrième type de tumeur épithéliale ovarienne est représenté par les tumeurs à cellules claires. Les tumeurs à cellules claires, d'abord les bénignes avec les cystadénomes et les adénofibromes à cellules claires qui réalisent l'aspect de tumeurs solides, ponctuées de kystes avec comme le montre l'image, un fond fibreux renfermant des glandes à cellules cubiques, à cytoplasme clair ou éosinophile. La suivante, donc là, vous avez
la planche qui montre un aspect de tumeur borderline où on voit plus d'atypie nucléaire que pour les tumeurs bénignes. Le carcinome à cellules claires il se présente généralement sous forme d'une tumeur solide jaune ou beige avec des kystes à contenu séreux ou mucineux ou bien hémorragique. Et sur le plan microscopique, un polymorphisme architectural et cellulaire caractérise ce type de tumeur avec aspect de papilles, de glandulokystiques solides. Et la particularité, c'est la présence de cellules en clous de tapissier. C'est la particularité des tumeurs à cellules claires. Ces cellules, vous allez les voir, elles sont bien mises en évidence sur la planche suivante. Donc, vous avez en haut l'aspect de cellules en clous de tapissier, en bas les cellules claires qui sont bien mises en évidence. Le cinquième groupe de tumeurs épithéliales est représenté par les tumeurs séromuqueuses qui associent un contingent séreux et un contingent mucineux. Ils peuvent également être bénignes, malignes ou borderline. Et sur cette image, vous avez une image d'une tumeur séromuqueuse bénigne. Vous avez à gauche le contingent séreux et à droite le contingent mucineux. La sixième catégorie de tumeurs épithéliales est la tumeur de Brenner. Cette tumeur est composée d'un épithélium ressemblant à l'urothélium et aux tumeurs urothéliales. Et il existe les tumeurs de Brenner bénignes qui sont généralement de petite taille, unilatérales, fermes et pleines. Sur le plan microscopique, elles sont faites de nids de cellules urothéliales régulières avec parfois un noyau incissuré. Ces nids sont dispersés au sein d'un stroma qui est abondant, qui peut contenir quelques calcifications. Les tumeurs borderline, comme vous le voyez sur la planche, avec les papilles tapissées d'un revêtement qui comporte quelques atypies, un contingent de tumeurs borderline bénignes doit être présent pour pouvoir signer le diagnostic de tumeur borderline, de tumeur de Brenner borderline. Les tumeurs de Brenner malignes, la tumeur de Brenner maligne, elle est souvent volumineuse et sur le plan microscopique, il s'agit d'un carcinome qui est infiltrant avec des foyers de métaplasie malpighienne et glandulaire. Dans tous les cas, il existe toujours un contingent de tumeurs de Brenner malignes, plutôt bénignes. Là, c'est une image ou un aspect histologique d'un carcinome, d'une tumeur de Brenner maligne. Nous passons maintenant au septième groupe de tumeurs épithéliales ovariennes qui est représenté par le carcinome indifférencié. Comme son nom l'indique, donc c'est une tumeur qui n'a aucune différenciation. C'est une tumeur qui est de mauvais pronostic et qui est faite de cellules non cohésives avec une activité mitotique qui est élevée, comme le montre la photo. Donc c'est une tumeur qui n'a aucune différenciation. Et le huitième et le dernier groupe de tumeurs sont les tumeurs épithéliales mixtes, plutôt les tumeurs mullériennes mixtes ou les carcinosarcomes. Ce sont des tumeurs qui sont caractérisées par la coexistence de plages carcinomateuses et de plages sarcomateuses. Et sur la photo, vous avez à droite le contingent épithélial et à gauche, vous avez les plages sarcomateuses et sur cette photo, le contingent mésenchymateux, il est de type cartilagineux. Donc là, vous avez du cartilage tumoral à côté de la composante épithéliale.
Donc, nous avons terminé avec la première catégorie de tumeurs ovariennes qui sont les tumeurs épithéliales et nous allons aborder maintenant les tumeurs, le deuxième groupe de tumeurs qui sont les tumeurs du stroma et des cordons sexuels. Il faut savoir que les tumeurs du stroma et des cordons sexuels sont rares et généralement elles se différencient dans le sens de la gonade féminine ou masculine avec la présence de cellules de Sertoli leydiques et de ce fait elles sont souvent hormonosécrétantes. Pour les tumeurs du stroma, je ne vous ai choisi que les fibromes et les fibrotécomes qui sont un peu plus fréquents par rapport aux autres. Les autres types sont rares, voire même exceptionnels. Ces deux tumeurs sont bénignes. Le fibrome est fréquent en périménopause et le técome en postménopause. Et ce dernier se caractérise par la présence de cellules riches en lipides, comme vous le voyez sur les photos. Donc, à gauche, vous avez le fibrome avec les cellules fusiformes séparées par des bandes de collagène fibrose. Et à droite, vous avez les cellules qui sont à cytoplasme clair chargées de lipides. Concernant les tumeurs des cordons sexuels, ils sont représentés essentiellement par les tumeurs de la granulosa. Donc, vous avez d'autres tumeurs, mais essentiellement, c'est les tumeurs de la granulosa qui sont définies par un groupe de tumeurs contenant au moins 10% de cellules de la granulosa en association avec les cellules técales et des cellules stromales. Il en existe deux sous-groupes de tumeurs de granulosa, les tumeurs de la granulosa adulte et les tumeurs de la granulosa juvénile. Les tumeurs de la granulosa adulte peuvent se voir à tout âge, mais surtout, ils sont souvent observés en péri- et en post-ménopause. Généralement, elles mesurent en moyenne 10 cm de diamètre. Elles sont solides ou kystiques et généralement, les insolides sont jaune-orange. Pourquoi? Parce qu'elles sont riches en cholestérol. C'est comme vous le voyez sur la photo de gauche. Donc, vous avez une image solido-kystique avec des zones jaunâtres. Microscopiquement, l'aspect est caractéristique aussi bien sur le plan cytologique qu'architectural parce que la tumeur de la granulosa, elle a une architecture un peu particulière à elle. Nous avons plusieurs types d'architecture, mais qui sont souvent mélangés. Vous avez l'architecture micro- et macrofolliculaire, l'architecture trabéculaire, insulaire, solide et diffuse, donc plusieurs types d'architecture. L'architecture microfolliculaire ou l'aspect microfolliculaire est le plus caractéristique, mais il n'est pas aussi fréquemment visible. C'est le type que vous voyez au milieu, l'image que vous voyez au milieu. Donc, les cellules de la granulosa s'organisent au cours de petites lumières qui contiennent des sécrétions éosinophiles, comme c'est bien montré sur l'image. Les cellules tumorales ressemblent aux cellules normales de la granulosa. Elles sont monomorphes et de taille petite à moyenne, avec des noyaux qui sont très particuliers. Souvent, c'est des noyaux qui sont nucléolés et incissurés, réalisant ce qu'on appelle l'aspect en grain de café. Et ils sont rarement en mitose, l'aspect en grain de café, et vous le voyez sur l'image de droite. Quant à la tumeur de la granulosa juvénile, elle représente un groupe un peu distinct de tumeurs à cellules de la granulosa, survenant principalement chez l'enfant et l'adulte jeune. Elle ne représente que 5% des tumeurs de la granulosa et elle se caractérise par son polymorphisme cellulaire avec des cellules immatures rarement incissurées et comportant des signes de lutéinisation. Un autre type, donc, les tumeurs des cordons sexuels, on avait dit qu'ils sont représentés essentiellement par les tumeurs de la granulosa, qu'elles soient adultes ou juvéniles. Un autre type de tumeur des cordons sexuels et du mésenchyme est représenté par les tumeurs de Sertoli leydique, ce qu'on appelle les androblastomes, que l'on va voir sur la planche donc, suivante. Sur cette planche plutôt, ce sont des tumeurs qui sont rares,
et se voient chez la femme jeune. Elles sont souvent unilatérales et elles sont virilisantes, avec manifestations androgéniques et rarement manifestations œstrogéniques, l'hirsutisme, etc. Sur le plan macroscopique, ce sont des tumeurs qui sont solides, jaunes brunâtres et ponctuées de kystes. Microscopiquement, il existe 4 types histologiques selon le degré de différenciation et la richesse en cellules de Leydig. On décrit le type bien différencié, le moyennement différencié, le peu différencié et le type à différenciation rétiforme que nous allons voir sur les photos suivantes. Donc, vous avez la photo de gauche, de haut à gauche, c'est l'androblastome le bien différencié avec les tubes qui ressemblent aux tubes séminifères et qui sont séparés par des îlots de cellules leydigiennes, cellules de Leydig. À droite, en haut à droite, c'est la forme moyennement différenciée. En bas à gauche, c'est le peu différencié. Et en bas à droite, c'est la forme rétiforme, l'aspect rétiforme qui ressemble un petit peu au rétitestis. Nous avons donc terminé avec le groupe des tumeurs du stroma et des cordons sexuels et nous entamons l'avant-dernier groupe de tumeurs ovariennes qui sont les tumeurs germinales. Les tumeurs germinales, il faut savoir qu'elles sont représentées dans 95% des cas par les kystes dermoïdes ou tératomes matures kystiques. Donc les tératomes matures qui sont kystiques, on les appelle les kystes dermoïdes. Donc 95% de ces tumeurs sont des kystes dermoïdes et 5% uniquement des tumeurs germinales sont malignes. Donc nous allons commencer par les tératomes. Les tératomes, il faut savoir qu'il existe 3 types de tératomes. Vous avez les tératomes matures, dont il existe dans cette forme le tératome kystique qui est le kyste dermoïde, le tératome solide et le tératome cancérisé. Nous avons le deuxième groupe de tératomes qui sont les tératomes immatures et là ils sont malins. Et nous avons le troisième groupe qui sont les tératomes monodermiques, c'est-à-dire qui sont formés d'un seul type de tissu. L'exemple, vous avez le goitre ovarien et la tumeur carcinoïde. Nous allons commencer par les tératomes matures et nous allons prendre comme type de description le tératome mature kystique qui est le kyste dermoïde. Il s'agit d'une tumeur, donc tous les tératomes donc, ils sont composés de tissus qui proviennent des 2 ou 3 feuillets embryonnaires, c'est-à-dire l'ectoderme, l'endoderme, le mésoderme. Ces contingents sont tous de type mature, c'est-à-dire de type adulte. Macroscopiquement, les kystes sont remplis d'un matériel pilosébacé, donc du sébum avec des poils, et des zones solides qui peuvent être osseuses ou cartilagineuses. Et on va les voir sur la photo. Et sur le plan microscopique, on retrouve tous les tissus, mais qui sont adultes, provenant des 3 feuillets, avec prédominance du type ectodermique, composé essentiellement d'épiderme et de ses annexes, comme on le voit sur la planche de bas, les photos de bas. Donc en haut, vous avez l'aspect macroscopique avec les cavités qui sont multiloculaires, renfermant des poils et du sébum. Et à droite, vous avez même une dent, donc composante une dent de l'os. Et en bas, vous avez un kyste dermoïde avec son revêtement épidermique, kératinisé, les follicules. Et vous avez en profondeur du tissu glial. À droite, c'est un kyste dermoïde avec un parenchyme thyroïdien en dessous, donc des vésicules thyroïdiennes. Toujours dans le groupe des tératomes matures, nous avons le type de tératome mature cancérisé. Donc les tératomes matures cancérisés que l'on voit sur cette planche. Et la cancérisation, donc tous les contingents du tératome peuvent subir une cancérisation, c'est-à-dire une transformation maligne. Mais dans 75% des cas, il s'agit d'une transformation qui survient sur un revêtement malpigien, soit donc c'est des carcinomes malpighiens et d'adénocarcinomes.
Donc là, vous avez un tératome cancérisé, mais c'est le revêtement, la cancérisation, elle est de type épidermoïde, malpighienne. La deuxième catégorie de tératome, c'est le tératome immature, le tératome immature ou le tératome malin. Donc, il touche les adultes jeunes et les enfants avec un âge moyen de 18 ans. Ce sont généralement des tumeurs kystiques avec des os solides. Et elles sont caractérisées par quoi? Par une rupture de la capsule. Donc, dans 50%, vous avez une rupture capsulaire. Microscopiquement, ils sont composés de tissus dérivant des trois feuillets, comme toute tumeur tératomateuse, d'aspect mature, donc adulte, et immature, embryonnaire. Ce qui permet de faire le diagnostic d'un tératome immature, c'est la présence d'un tissu neuroectodermique immature. Il faut qu'il y ait du tissu neuroectodermique. Et le tissu immature, neuroectodermique immature, il prend la forme de rosettes primitives neuroépithéliales, de tubes ou de tissu glial, cellulaire glial immature, contenant des mitoses et ressemblant à ce qu'on appelle les tumeurs gliales malignes, le glioblastome ou bien à un neuroblastome. Donc, il s'agit de rosettes à centre fibrillaire que l'on voit sur cette photo. Après, donc, les tératomes, toujours dans les tumeurs germinales, nous allons voir le dysgerminome. Bien sûr, le dysgerminome, c'est une tumeur qui est maligne. Le dysgerminome, c'est la tumeur germinale maligne primitive la plus fréquente de l'ovaire. Elle atteint l'enfant et l'adulte jeune et elle réalise une masse solide généralement bosselé avec aspect lobulé comme vous le voyez sur la photo. Donc c'est un aspect qui est lobulé, qui est bosselé, la surface elle est bosselée, de couleur beige. Et sur le plan microscopique, l'architecture elle peut être diffuse, elle peut être trabiculaire ou coordonnale, mais la particularité ce sont les cellules tumorales qui sont généralement uniformes, arrondies, à cytoplasme clair ou rarement éosinophiles. Donc ce sont des cellules qui sont à cytoplasme clair. L'autre particularité de dysgerminome ou de séminome, c'est le stroma tumoral qui est riche en lymphocytes. Et vous voyez les petits points noirs qui séparent les cellules tumorales. Donc c'est un stroma qui est riche en lymphocytes. On peut également trouver une réaction granulomateuse gigantocellulaire. On peut voir également des cellules syncytiotrophoblastiques qui peuvent être associées aux cellules dysgerminales. Donc là, vous avez la photo, l'image histologique. Après le dysgerminome, nous verrons la tumeur vitéline. La tumeur vitéline ou tumeur endodermique primitive, avant on l'appelait la tumeur du sinus endodermique ou tumeur vitéline. Donc, ces tumeurs, elles surviennent chez la femme jeune. L'âge moyen est de 18 ans. Ce sont des tumeurs qui sont volumineuses, qui peuvent être solides ou kystiques. Elles peuvent atteindre les 30 cm. Ou bien elles peuvent être totalement kystiques. Microscopiquement, de nombreuses variantes morphologiques sont décrites. Vous avez l'architecture réticulaire qui est la plus fréquente, l'architecture réticulaire avec des aspects micro- et macrokystiques et un stroma qui est lâche. Les autres architectures sont l'architecture hépatoïde, endométrioïde, polyvésiculaire vétéline, etc. Donc, ces aspects peuvent être observés et décrits dans la tumeur vitéline. La caractéristique de la tumeur vitéline, c'est la présence de corps de Schiller-Duval. Les corps de Schiller-Duval est très caractéristique de la tumeur vitéline. Et c'est quoi ces corps de Schiller-Duval? Ce sont sur le plan microscopique, ça réalise l'aspect de papilles qui sont centrées par un axe fibrovasculaire contenant un seul vaisseau, comme vous le voyez sur l'image. Un vaisseau et qui sont bordés par une seule couche bordée de cellules cubiques ou de cellules en clous de tapissier. Une autre particularité,
c'est que on peut trouver des globules hyalins éosinophiles qui sont généralement observés en intra et en extracellulaire et dans toutes les variantes de tumeurs vitellines. Une autre tumeur germinale, c'est le carcinome embryonnaire. Cette tumeur, elle est plus rare au niveau de l'ovaire qu'au niveau du testicule et elle touche l'enfant et les adultes jeunes. Avec âge moyen de 12 ans, ce sont des tumeurs qui sont volumineuses, unilatérales et solides. Sur le plan microscopique, on trouve des nids de cellules à cytoplasme clair et un noyau vésiculaire très atypique et avec une activité mitotique très élevée. On peut avoir également associé des cellules syncytio et syncytiotrophoblastiques. Une autre tumeur germinale, c'est le choriocarcinome non gestationnel. Là aussi, c'est une tumeur qui est très rare et cette tumeur, elle est rarement sous une forme pure. Elle est généralement, elle est souvent associée à une autre tumeur germinale. C'est une tumeur de l'enfant et de l'adulte jeune et généralement elle est solide et de consistance friable. On peut avoir également des tumeurs germinales mixtes, c'est-à-dire association de 2 ou de 3 types de tumeurs germinales, mais les deux tumeurs qui sont le plus souvent associées, ce sont les dysgerminomes et la tumeur vitelline. Nous terminons avec la quatrième catégorie de tumeurs ovariennes qui sont les métastases. Ces métastases, elles représentent 6 à 10% des tumeurs malignes de l'ovaire. Et les cancers, les carcinomes qui donnent plus fréquemment des métastases au niveau de l'ovaire sont les tumeurs colorectales, gastriques, mammaires, appendiculaires. On peut avoir également des métastases d'origine pancréatique, rénale, pulmonaire. Donc tous les cancers à distance peuvent donner des métastases au niveau de l'ovaire. Et là, c'est un aspect macroscopique d'une tumeur ovarienne métastatique. Vous avez les sécrétions mucineuses. Et sur le plan histologique, vous avez la méta d'un carcinome à cellules indépendantes ou à cellules l'alénite plastique qui donne un aspect en cellules en bague à chatons, comme vous le voyez sur cette image, ce qu'on appelle les tumeurs de Krukenberg. Nous terminons donc en disant que les tumeurs ovariennes présentent, donc vous avez vu tout au long du cours, donc c'est un large éventail de types histologiques dont les différents constituants tissulaires de l'ovaire peuvent en donner naissance. Donc chaque tissu ovarien peut donner naissance à des tumeurs de type particulier. Les tumeurs épithéliales sont les plus fréquentes et le cancer, comme vous l'avez vu, le cancer de l'ovaire, c'est le cancer le plus de pronostic péjoratif, généralement à cause du retard diagnostique. Donc, le dépistage des malades à risque est important et repose généralement sur l'échographie endovaginale avec ou sans Doppler. Et ici, les positifs, on passe à la cilioscopie qui est fortement indiquée. Donc, c'est sur le dépistage, il se fait généralement chez les femmes à risque avec antécédents ou présentant des mutations géniques, des facteurs génétiques. Et je vous remercie.